Si on veut qu'il y ait plus de coopération, il faut qu'il y ait plus de sécurité psychologique, au sens où ça a été découvert par une chercheuse aussi qui s'appelle Amy Edmondson. C'était le facteur qui faisait que dans une équipe, on osait communiquer sur ses échecs, on osait finalement partager ses faiblesses ou ses fragilités, enfin au sens classique du terme, et que c'était le meilleur gage d'ailleurs de la performance à long terme. Les entreprises les plus performantes seraient-elles celles qui bâtissent la capacité d'apprendre plus vite que la concurrence? Je suis Cyril Ijard et avec la société nous avons décidé d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font l'entreprise apprenante. Responsables de la formation, DRH, directrices et directeurs d'universités d'entreprise, experts de la EdTech ou de la pédagogie, nos invités viennent partager leurs expériences, leurs apprentissages et leur vision du monde de la formation professionnelle et du développement des compétences. Au fait, c'est qui nous? Nous, c'est un collectif dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'entreprise apprenante existe. Voici la deuxième partie de l'échange que j'ai eu avec Éric Mellet, président de Solfrance. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore écouté la première partie, je vous invite à aller l'écouter avant d'écouter la deuxième. Et puis dans cette deuxième partie, on aborde notamment avec Éric la notion de psychologie positive pour développer des organisations apprenantes. Et puis Éric nous partage également des exemples et des illustrations d'écosystèmes apprenants, notamment fondés sur une vision très organique. Allez, bonne écoute. C'est cette vision organique et profonde des organisations apprenantes que vous défendez, qui sont un peu loin des effets de mode d'organisation apprenante qui se proclament ici et là. Est-ce que vous avez d'autres exemples ou d'autres types de pratiques parce que c'est vrai que moi le sujet en fait du vivant m'intéresse fortement. Alors juste avant vous, j'étais avec l'épisode précédent avec Antoine Poincaré d'AXA Climate School. Ils ont lancé un programme sur lequel je participe sur les entreprises régénératives. Donc on parle des principes du vivant. Donc ça parle de coopération. On parle d'interdépendance, on parle d'équilibre dynamique, de tous ces sujets-là. Est-ce que vous avez d'autres sujets, items ou exemples sur cette vision organique des organisations apprenantes? Moi, ce que vous me dites là, c'est... alors, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est pour revenir à cette notion d'organisation apprenante, un peu à la mode aujourd'hui, comme si on... Alors, déjà... comme je vous le disais, en tout cas, c'est ce à quoi je crois aussi, c'est que si on accepte cette idée que l'organisation est vivante, elle est par essence apprenante. Donc, on ne devient pas. La question n'est pas comment je deviens une organisation apprenante, mais plutôt comment je fais en sorte que moi, en tant que leader, et tous les membres de mon organisation, on prenne conscience qu'on est vraiment une organisation vivante et de fait qu'on apprend et comment apprend-on? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on apprend et comment on l'apprend quand on est ensemble? Donc il y a une dimension un peu introspective d'apprendre à s'observer dans justement ce qu'on vit. Et c'est d'ailleurs aussi ce basculement, c'est-à-dire qu'avant, on allait à l'école pour travailler, donc en gros, on apprenait pour travailler. Aujourd'hui, on travaille pour apprendre. On ne peut pas travailler sans apprendre, que ce soit à l'échelle individuelle ou collective. Sinon, ça marche pas. Donc, il y a cette idée-là que justement, qui dit organique, dit aussi d'accepter une certaine notion de temps, d'accepter que la réponse n'est pas toute faite, qu'elle n'est pas sur étagère, qu'elle n'est pas en boîte, qu'elle n'est pas uniquement en fiche, même si bien sûr c'est nécessaire d'avoir des fiches pratiques, d'avoir je dis pas le contraire, mais là on est dans la partie ordre du chaotique. On n'est pas dans la partie justement vivante. Donc il y a ça, et effectivement, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Moi, je ferai le lien aussi avec cette notion de déviance positive. Par exemple,
Pourquoi? Parce que j'ai vécu, comme beaucoup de gens, hein, et ça existe encore, je me rends compte dans les organisations, ce temps de la best practice, la fameuse best practice, c'est-à-dire que j'ai découvert en allant sur le terrain en Finlande que les gens là-bas faisaient une chose qui donne des résultats extraordinaires, et donc je reviens avec cette pratique qui devient la best practice et qu'on va imposer à tous les pays d'Europe. Enfin, bon, je l'ai vécu des mille fois, ce genre de choses, et d'ailleurs, c'est pire, j'en ai été l'artisan. Mais en tout cas, la déviance positive, par exemple, c'est autre chose, c'est que ça vient au départ de travailleurs sociaux, hein, d'un couple, d'ailleurs, un Américain et une Française, qui partent au Vietnam et qui partent à l'origine avec un gros budget d'une fondation pour travailler sur des problèmes de malnutrition infantile et qui donne une mortalité assez importante. C'est aussi dans les années 70 au Vietnam. Et il se trouve que juste avant de partir, le budget dont ils devaient disposer disparaît. Donc ils n'ont rien. Donc ils arrivent sur place et ils sont tous les deux, ils n'ont pas de moyens de créer une équipe et tout. Et donc leur approche, par contre, va être ce qui rejoint aussi la notion de démarche applicative, qui est intéressante aussi dans le cadre de l'organisation apprenante. Mais leur démarche va être justement de dire, ok, bon, donc en gros, il y a des villages dans lesquels il y a la mortalité. Eux, ils vont s'intéresser à savoir s'il y a des villages dans lesquels il n'y a pas de mortalité infantile. Donc en gros, au lieu de partir du problème, ce qui est la démarche assez classique, on va chercher de l'exception. On va chercher, ok, on est là parce que vous avez des problèmes, mais finalement, est-ce qu'il y a un endroit où il n'y a pas ce problème? Et on va identifier 2 ou 3 villages dans lesquels il n'y a pas effectivement ce problème. Et c'est ça qu'ils vont aller étudier, observer. Et ensuite, là où la best practice aurait été de dire, regardez ce qu'ils font là-bas, et puis de l'imposer à tout le monde, ils vont au contraire impliquer les autres villages. Pour faire simple, les autres villages, ils vont les impliquer dans la recherche et la découverte des pratiques alternatives qui ont été développées par les maires, en l'occurrence, dans ces villages où il n'y a pas de mortalité infantile. Et c'est en gros basé sur l'implication dans la recherche et la découverte, les enseignements tirés par ceux qui ont des problèmes et leur capacité ensuite à trouver leurs propres solutions, que va reposer cette notion de déviance positive, avec cette idée initiale que, à contrainte et ressources égales, certaines personnes ont des résultats extraordinaires par rapport à d'autres. Et ça, on le sait bien. Si je reprends le domaine commercial, vous avez une force de vente, vous avez 100 commerciaux, vous leur donnez les mêmes argumentaires marketing, ils ont les mêmes produits, ils ont les mêmes tarifs. Il y en a 10%, c'est un peu la courbe de Gauss, il y en a 10% qui vont avoir des résultats extraordinaires, il y en a 80% qui vont être dans la moyenne, et puis il y en a 10% qui vont être en deçà, très en deçà de la moyenne. Voilà. Qu'est-ce que font ces 10% qui sont vraiment différents alors qu'ils ont les mêmes ressources? Voilà. Comment s'y prennent-ils? Et pour revenir, et peut-être boucler, je vous parlais de ça, c'est que aujourd'hui dans les organisations, finalement, c'est assez marrant de voir le paradoxe qu'il y a à demander aux gens d'innover, de sortir de leur zone de confort, de penser différemment, ça. Et en tout cas, pour ma part, j'ai l'impression que la norme a jamais été aussi puissante. Mais la norme dans la façon de penser, mais la norme aussi comment dirais-je, dans sa matérialisation, à travers les règles, à travers les procédures, à travers les certifications de toutes sortes. Donc il y a comme un paradoxe à demander aux gens, et d'ailleurs certains qui le vivent quand même très mal, à leur demander d'être innovants, d'être de penser différent, tout en étant très normés. Ouais, je sais pas, normé, ouais, et ça marche. Et je vous rejoins dans ce monde où on demande du process, où il faut tout processer. Et à côté de ça, on va leur demander d'être innovants. Et dès qu'ils ont été innovants, on va leur demander de processer innovation. Donc on revient toujours dans comment on essaie finalement c'est ça. En fait, comment on essaie de tuer finalement cette démarche un peu organique. Parce qu'on sait que le vivant, donc les humains,
on est créateur, on a toujours ce pouvoir de création, tout comme tout organisme vivant, de création continue. Et là, on nous demande finalement, si tu pouvais créer un petit peu, mais ensuite, dès que tu as créé, si tu pouvais le normer pour que ça reste figé, qu'on en fasse. Et moi, ce que je retiens, qu'on en fasse une photographie et que tout le monde voit cette photographie. Ce que je retiens dans ce que vous dites de la vision organique, c'est aussi le fait que rien n'est définitif. Et qu'en fait, dans cette dimension un peu de chaos, il faut laisser la place au vivant, au vivant individuel et collectif, de pouvoir se modeler, se remodeler, de prendre des formes un petit peu différentes afin qu'il puisse s'exprimer et qu'il puisse finalement continuer à exprimer son potentiel. Et ça veut dire qu'il y a du lâcher prise. Ça veut dire qu'il y a du lâcher prise. Et c'est vrai que ce que on voit très peu aujourd'hui dans les organisations, c'est ce sujet de lâcher prise. Après, il y a une chose, il y a un élément dont je viens de me rendre compte en vous écoutant. Tous les exemples dont vous m'avez parlé, et je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, tous les exemples dont vous m'avez parlé, ils partent d'un même point. Les gens, ils n'avaient pas d'argent. C'est-à-dire tous les gens qui ont développé ces pratiques dont vous m'avez parlé de votre exemple quand vous avez monté votre université, vous avez parlé de ce couple avec cette fondation qui devait partir avec de l'argent. Donc, comme on a de l'argent, on a des moyens, on va mettre un modèle, voilà. Ils n'avaient pas forcément de moyens, et de ça, ils se sont dit, ok, ça, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et ça, je trouve ça très intéressant parce que ça me renvoie même à des épisodes précédents, à des gens que j'ai rencontrés, qui me disaient, en fait, on a démarré juste avec nos idées parce qu'on n'avait pas de moyens, et on s'est dit, comment on peut faire? Et ça, je trouve que c'est un bon point de départ. Complètement. Alors, c'est drôle ce que vous dites, parce que, bon, il y avait bien sûr, dans les gens que je côtoyais, comment dirais-je, notamment au niveau des dirigeants, certains avec lesquels j'avais des conversations comment dirais-je, plus intimes qu'avec d'autres. Et je me souviens d'un notamment qui a été très précieux dans toute l'histoire, qui, lorsque je disais, mais c'est quand même dingue quand je vois justement les moyens qui sont mis sur la table pour développer certaines initiatives, notamment produits, et que moi, avec mon équipe, puisqu'après on a créé une équipe quand même, mais on a rien, et c'est tout à la débrouille. Et lui me disait toujours, oui, Eric, mais c'est ça qui justement fait que, paradoxalement, tu as eu les résultats que tu as eu, et c'est ça qui fait qu'on laisse faire aussi cette espèce d'initiative, parce que justement, ça t'oblige et ça vous oblige à sans arrêt imaginer ce que vous pouvez faire, alors que quand tu as des gros moyens, finalement, voilà, tu mets 100 ici, tu mets 200 là, il en reste quelque chose. Et j'ai découvert ça après en quittant L'Oréal. C'est pour les entrepreneurs, c'est le principe d'effectuation. C'est-à-dire que soit je reçois des amis ce soir, en gros, je vais faire des courses, voilà, ça c'est une option. Soit je commande quelque chose sur Uber, soit, et c'est l'effectuation, j'ouvre mon frigidaire, je regarde ce que j'ai dedans, et puis je fais avec ce que j'ai. Voilà. Et c'est souvent les soirées les plus improvisées de cette base-là qui donnent les souvenirs les plus mémorables. Les plus mémorables. La soirée dans laquelle les petits plats dans les grands. Donc vous avez raison, c'est vrai que la rareté, puis aussi un peu derrière ça, il y a aussi la question de la survie. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un enjeu qui est aussi l'ordre du vital, pour revenir à l'organisation vivante. Ouais. C'est vital à l'échelle d'une équipe ou c'est d'un individu que cette idée, que ce projet voit le jour, parce que déjà, s'il n'y a pas ça, pour la personne, ça n'a juste pas de sens de continuer à travailler dans des conditions où on fait juste de la mécanique, où on duplique juste du succès pour être toujours, comment dirais-je, quasi persuadé que on va bien garantir les résultats avant même d'avoir commencé à œuvrer, quoi. Ouais, et c'est vrai que
on voit dans ce type de mécanisme, quand on n'a pas de moyens, qu'on est un peu comme dans le vivant. Hein, je peux penser à un animal, dans une espèce d'écologie de l'action, en se disant, en fait, on va faire ce qui est important. On va faire ce qui est essentiel, en fait. Et on va être assez frugal dans notre façon de faire. Et c'est cette frugalité qui, finalement, derrière, amène de la richesse. Alors, je parle pas que de richesse économique, hein, je parle de richesse de liens, de richesse d'apprentissage et tout ça. Et c'est ça qui est intéressant. Vous avez parlé que en 2015, si je me souviens bien tout à l'heure, vous êtes reparti sur les bancs de l'école pour faire un master, enfin en tout cas de la recherche sur de la psychologie positive, et vous travaillez donc notamment sur le prisme de la psychologie positive. Est-ce que vous pouvez nous partager, pour envisager les organisations apprenantes, est-ce que vous pouvez nous partager ce prisme de lecture? Alors, ce prisme de lecture, finalement, c'est que, comme je vous ai dit, à un moment donné, j'ai ressenti dans mon parcours le besoin de me former à des choses qui n'étaient pas sur le catalogue, et pourtant, le catalogue de L'Oréal est bien fourni de formation. Et donc, j'avais entrepris cette formation sur l'approche centrée sur la personne de Carl Rogers, donc dans le cadre de la psychologie humaniste. Et bien sûr que les questions philosophiques, hein, je vous ai dit qu'au départ, au tout début, je voulais faire des études de philo. Donc la philo, la psycho, tout ça, c'est quand même très lié. Être commercial, c'est faire de la psychologie sans le savoir. Être manager, si on y réfléchit un temps soit peu, c'est aussi faire de la psychologie quand même beaucoup. Évoluer dans une organisation, c'est faire de la psychologie avec ses collaborateurs, avec ses pairs, avec ses managers. Donc ça a toujours été en filigrane. Et effectivement, j'ai découvert un premier article un jour sur ce courant de la psychologie positive, ce mouvement plus exactement, qui est né en 98, donc c'est assez récent. C'est récent. Et en gros, ce qui m'intéressait, c'était d'abord, c'était pour moi complètement la suite de la psychologie humaniste. Alors, j'ai parlé de Rogers, mais c'est aussi Maslow. Hein. C'est d'ailleurs Maslow, tout le monde connaît la pyramide de Maslow. C'est Abraham Maslow qui est le premier à parler de psychologie positive. Et Maslow, en fait, il était intéressé, lui, par les gens qui sortaient du lot. C'est-à-dire, il essayait de comprendre qu'est-ce qui faisait que certaines personnes avaient des performances, justement, exceptionnelles. Voilà, comment ces gens s'y prenaient, comment ils pensaient, qu'est-ce qui les animait. Voilà, c'était une grande part de sa recherche. Et donc, en 98, c'est Martin Seligman qui prend la présidence de l'Association américaine de psychologie, qui est une énorme association, et qui dit, lors de son discours inaugural, la psychologie s'est beaucoup occupée de tout ce qui dysfonctionnait, du déficit, de l'aspect pathologique ou de la maladie. Et à juste titre, parce qu'en fait, la psychologie est née, en tout cas, pris son essor après la Deuxième Guerre mondiale, notamment, où il s'agissait de réparer des gens, hein, donc de travailler beaucoup sur tout ce qui était trauma et dépression, notamment. Et là, lui dit, il est temps que la psychologie aussi revienne à ce qui était l'une de ses intentions de départ. Donc, c'est ça qui m'a plu, c'est aussi de voir, parce que tout est lié, c'est aussi ça que j'ai découvert avec les marques américaines, hein, c'est que il y a un côté, alors quelquefois qui est caricatural, mais il y a un côté aussi anglo-saxon qui est plus positif, entre guillemets, que l'approche qu'on peut avoir, particulièrement nous, Français. Hein, on voit d'abord quand même plutôt le verre à moitié vide que à moitié plein. Et donc la psychologie positive, elle est née aux États-Unis. Mais finalement, c'est quelque chose qui est vieux comme le monde. Hein. Les Grecs, Socrate, Platon se posaient la question de qu'est-ce qui faisait qu'une vie était réussie, et qu'est-ce qui faisait que les gens pouvaient s'épanouir, pouvaient mener une bonne vie. Bon, donc c'est vieux comme le monde, cette recherche. La différence, c'est que
la psychologie positive est abordée comme une science, c'est-à-dire avec des vraies expériences. Alors c'est une science molle, hein, c'est pas de la physique ou de la chimie, mais ça n'empêche qu'elle repose sur de véritables expériences et donc de vrais protocoles. Mhm. Euh, et alors qu'est-ce qui m'a intéressé? C'est de voir comment à l'échelle de l'individu, euh, de l'organisation, voire de l'institution. Aujourd'hui, je travaille avec, bien sûr, en coaching individuel, je travaille avec des organisations, des équipes, mais aussi avec oui, les entreprises du public. Donc, c'est intéressant de voir que la recherche, elle est partout la même. C'est-à-dire, finalement, comment on favorise l'engagement. Vous voyez, il y a une grande question autour de l'engagement aujourd'hui Clairement. au travail, autour du sens au travail. Tout ça, ça fait partie du champ d'études de la psychologie positive. On parlait de l'empathie tout à l'heure, on pourrait parler d'optimisme, on pourrait parler de résilience. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent dans ce champ d'études. Mhm. Et on parlait d'état d'esprit, de mindset, justement, qui est une recherche. On pourrait parler de sécurité psychologique, qui est aussi. Alors, le mindset, par exemple, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, au-delà de l'aspect recherche en psychologie, qui n'est pas obligé de passionner tout le monde, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça rentre dans le domaine des organisations. Par Mhm. exemple, la notion d'état d'esprit de développement, c'est celle sur laquelle Satya Nadella, qui est le CEO de Microsoft, lorsqu'il a pris ce job après Bill Gates, hein, le fondateur, et puis Steve Ballmer, qui étaient les deux icônes quand même du monde de Microsoft. Satya Nadella, quand il a pris ce job de CEO à Microsoft, il a refondé toute la culture de Microsoft sur cette idée d'état d'esprit de développement, de growth mindset, qui en gros est cette idée de cultiver un état d'esprit pour embrasser justement l'incertitude du monde dans lequel on est, l'environnement dans lequel on est, non pas comme une menace, mais plutôt comme une source d'opportunité. Donc ça veut dire d'être vraiment dans cet état d'esprit d'apprenance dont on parlait tout à l'heure, de curiosité et d'accueillir l'imprévu comme quelque chose de positif. Donc euh, ça, c'est Microsoft. La notion de sécurité psychologique, par exemple, de se rendre compte, alors là, c'est directement lié aux équipes, c'est-à-dire que si on veut qu'il y ait plus de coopération, il faut qu'il y ait plus de sécurité psychologique, au sens où ça a été découvert par une chercheuse aussi qui s'appelle Amy Edmondson, et qui a découvert que finalement c'était le facteur qui faisait que dans une équipe, on osait communiquer sur ses échecs, on osait finalement partager ses faiblesses ou ses fragilités, enfin au sens classique du terme, et que c'était le meilleur gage d'ailleurs de la performance à long terme. Ça a été étudié dans le cas du scandale de Volkswagen, avec le Dieselgate par exemple, Mhm. et des ingénieurs et de tout un système qui ont caché par peur certains agissements. Euh, et c'est par contre ce qui a été repris par Google, la sécurité psychologique étant le premier des facteurs de performance des équipes, après une étude qui a été faite à l'échelle mondiale par Google. Le premier facteur de succès et de performance des équipes, c'est justement cette sécurité psychologique. Donc voilà, enfin, plein de choses, plein de prismes aujourd'hui avec lesquels je fais le lien. La notion, par exemple, toute la recherche autour des émotions, et notamment des émotions positives, parce qu'on voyait bien pendant longtemps à quoi pouvaient servir les émotions négatives, enfin entre guillemets négatives, hein, plutôt agréables ou désagréables, mais on voit bien à quoi servait la peur, la tristesse, le dégoût, ça on voyait bien, mais pendant très longtemps, on n'a pas étudié le bénéfice des émotions positives. Or, voilà, une autre chercheuse encore, Barbara Fredrickson, a découvert tous les bénéfices des émotions positives, hormis l'aspect physique, l'aspect affectif, mais aussi tout l'aspect psychologique et notamment les aspects créatifs. C'est-à-dire que finalement, pour apprendre bien, on revient à ça, pour apprendre bien, il faut être dans un environnement qui favorise l'apprentissage. Et un environnement qui favorise l'apprentissage, c'est un environnement où il y a plus d'émotions positives que d'émotions négatives. Voilà, où il y a plus de joie, où il y a plus d'enthousiasme que de peur,
de rater, de peur de l'échec, de peur du jugement. Donc voilà, il y a plein d'éléments, Et un autre, peut-être, parce que ça me faisait écho avec aussi ce que vous avez dit juste avant, sur la notion de rareté en fait des ressources. Moi, il me semble qu'il y a aussi un autre élément décisif qui est que quand on a rien ou quand on n'a pas grand-chose, et ça c'est justement étudié aussi sur le niveau d'épanouissement ou de bonheur. Hein. J'aime pas l'idée du bonheur au travail, mais en tout cas on va parler d'épanouissement. Il est prouvé aujourd'hui que c'est pas l'aspect matériel qui à un certain stade garantit le fait qu'on soit plus heureux. Pour une raison bien simple, c'est que finalement, ce que les études montrent, c'est que à un certain stade, le prix que coûte le fait d'être riche ou d'être célèbre est un prix énorme sur le plan relationnel, notamment. Et donc, en gros, ça se fait par beaucoup de solifères, pour faire simple. Et je crois que par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, qu'il y a une dimension aussi super importante pour ceux qui travaillent dans cette esprit d'organisation apprenante et ceux qui portent en plus ce genre de projet, c'est la notion d'authenticité. C'est-à-dire que finalement, quand on n'a pas de moyens dans une grosse organisation, quand on n'a pas le titre, quand on n'a pas le pouvoir sûr, hein, si on veut cultiver le pouvoir d'eux, ça passe par l'authenticité. Et je pense que c'est ça que les gens perçoivent dans l'organisation. C'est-à-dire qu'on se reconnaît. On ne peut pas jouer à des jeux politiques, on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens. Donc ça passe par l'instauration de relations sincères, vraies. Alors c'est pas le monde de oui non plus, hein. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des moments où il ne faut pas un peu être... bon, mais que quand même l'immense majorité des relations, quel que soit le niveau avec lequel on interfère, c'est-à-dire que si je prends exemple, c'est que je sois avec un commercial ou que je sois avec un directeur général de la division ou plus, pour ceux que j'ai pu côtoyer, finalement, c'est dans cette sincérité, dans cette authenticité que peuvent se faire les choses et se dire les choses. C'est assez amusant d'ailleurs parce que quelquefois des choses pouvaient se dire, enfin souvent d'ailleurs dans un bureau, et pour le coup une fois sorti du bureau, là la commedia dell'arte est bien sûr. Droit de citer. Mais ouais, je voulais dire ça quand même, ça me paraît important parce que les relations humaines et particulièrement, j'ai lisé un rapport là du chirurgien en chef aux États-Unis sur l'isolement social et la solitude, et qui est un phénomène qui déjà avait commencé avant le Covid, mais qui aujourd'hui est une véritable épidémie aux États-Unis, et donc on peut penser que c'est sensiblement la même chose partout, c'est-à-dire cet isolement social, cette tendance renforcée par les réseaux sociaux, tout ça, à se retrouver seul, et entre autres, hein, qui est l'une des raisons de burn-out et tout, c'est cet isolement qui se fait de façon graduelle pour la personne. Et donc, pour revenir à l'organisation apprenante, on n'apprend jamais seul, on apprend avec les autres, on apprend des autres, c'est cette dimension d'apprendre en équipe, et ça se fonde sur des relations. Moi, je suis frappé de voir 90% du job que je fais, en tout cas avec des groupes, et je suis sûr que vous aussi, c'est de travailler sur une meilleure communication, sur davantage de coopération, et ça passe la plupart du temps par quoi ? Par mieux se connaître, par petit à petit se faire davantage confiance. Et vous avez raison. J'ai peut-être débordé. Non, mais c'est très bien, que vous ayez débordé, et vous avez raison, et vous savez, on le voit dans toutes les relations, notamment dans les relations professionnelles. Et notamment en France, à partir du moment où on est allé faire manger ensemble, aller faire une soirée ensemble, boire une bière ensemble, que ce soit un collègue, un client, un fournisseur, un partenaire,
c'est plus les mêmes relations derrière. À partir du moment où on a partagé, on a mis du lien autre que un lien commercial, un lien de subordination, un lien de coopération. Mais effectivement, derrière, on n'a pas le même regard sur l'autre et avec l'autre. Et c'est vrai que ça, c'est assez prégnant. Eric, merci beaucoup. C'était un échange qui était d'une richesse énorme. On est au 39e épisode. Et moi, quand j'ai lancé l'entreprise apprenante, je voulais que Solfrance, et par notamment l'intervention de son président, vienne parler. Il y a plus de 2 ans maintenant. Donc voilà, mon vœu est exaucé parce que je crois que c'est vous faites vous représentez on va dire une institution qui est un peu un gardien du temple et qui doit permettre aussi à ceux qui vont écouter le podcast et aux autres de pouvoir venir rechercher de la ressource et quelques principes à la fois fondateur et presque de bon sens qui permet en fait d'enclencher en fait la conscience que nous sommes tous dans des organisations apprenantes, mais que si on a conscience de ça, en fait il faut qu'on les laisse un petit peu vivre, voilà. Et je pense que ça me paraît être important. Donc merci beaucoup pour cet échange. Un mot de la fin peut-être, Eric. Non, mais justement, vous remercier à vous de l'invitation, dire justement un mot de Solfrance, dont je suis président, bénévole. Hein. Il y a une association qui est présente depuis 23 ans, mais qui reste justement dans une dimension très associative avec une salariée seulement, 4 collèges, un collège de chercheurs, donc la recherche depuis Peter Senge est toujours restée au cœur de Solfrance, donc on poursuit ces recherches sur l'organisation apprenante avec un outil qu'on vient de développer d'ailleurs, qui est une grille d'évaluation de la maturité de l'organisation apprenante à partir des 5 disciplines. Un collège d'organisation, puisque ce sont les organisations qui sont justement l'objet de cette recherche, et puis un collège de consultants et de coachs qui sont impliqués et formés pour accompagner justement les organisations qui le souhaitent sur ce chemin. Et puis un dernier collège d'étudiants et de jeunes entrants dans la vie active. Donc si ça peut intéresser certaines personnes, ou certaines organisations, on sera ravis bien sûr de les accueillir. Et merci de m'avoir donné l'opportunité de partager tout ça avec vous. Super. Merci Eric. Attendez, ne partez pas si vite. Vous avez aimé cet épisode ? Dites-nous-le en laissant un commentaire, en le partageant auprès de vos collègues ou sur les réseaux sociaux et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela nous aide vraiment à faire connaître le podcast et nous motive à produire de nouveaux épisodes. L'entreprise apprenante vous a été présentée par nous. Nous est une entreprise dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Retrouvez-nous sur nous.co, NOOUS.co. À très bientôt sur l'entreprise apprenante.